dans ce plus d'actu, on commence avec Drogba et l'Olympique de Marseille. On va parler des raisons d'un retour manqué. Didier Drogba a toujours souhaité revenir à l'Olympique de Marseille, ça on le sait bien, hein, mais cela n'a pu être possible. Interrogé sur RMC, l'ancien directeur sportif et entraîneur de l'OM, José Anigo, a déclaré ceci. Il a failli revenir une fois, on en avait parlé, mais ça n'a pu se faire. C'était une question financière. Quand j'avais donné les chiffres au club pour qu'il puisse revenir, tout le monde a fermé la porte, mais en tout cas, il voulait revenir. Alors... bon, ça, de toute façon, c'était un secret de polichinelle. Hein. Il l'avait tous assumé. Drogba, il avait toujours dit qu'il aurait aimé revenir à Marseille. Marseille avait toujours dit qu'ils auraient aimé le réaccueillir. Mais est-ce que l'OM aurait dû faire quand même quelques sacrifices financiers pour faire revenir leur star, Didier Drogba, Didier Luciano? Mais pourquoi ne pas le contraire? Comme il aime bien l'OM. Selon les témoignages de Didier Drogba, il aime beaucoup de l'OM. Il a fini sa carrière. Donc financièrement, il aurait pu comprendre que bon, si c'est un peu lourd, on peut comprendre pour une fin de carrière, puisque c'est revenir pour juste symboliquement. Donc je crois que quand José Anigo dit par exemple que c'est lourd pour le budget de Marseille, ça veut dire que c'est le club qui prend le poids. Donc le club n'est pas apte à reprendre. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que maintenant si Didier Drogba dans ses échanges avec les dirigeants marseillais, il s'était entendu pour dire, bon, moi j'ai envie de finir ma carrière, c'est pas grave, vous voyez, essayez de voir la marge qui peut faire quand les deux parties peuvent s'entendre. Donc je crois que quelque part, à partir de là, il peut venir automatiquement à Marseille puis finir sa carrière. Parce que Marseille, c'est un public extraordinaire. Et puis, c'est le club porte-bonheur des joueurs ivoiriens, en fait, en France. Marseille, c'est la première coupe de club de champions. De champions de Ligue avec Basile Boli. Il y a Doumbia. Bakayoko Ibrahim. Oui, Bakayoko Ibrahim qui a joué à Marseille. Oui, je crois. Il y a Baki qui a joué à Marseille. Baki, Drogba lui-même. Oui, il y a Drogba. C'est le club porteur de chance de beaucoup d'Ivoiriens. Donc je crois que finir sa carrière à Marseille, c'était symbolique. C'était peut-être, moi je crois que... Finir sa carrière ici, dans le championnat ivoirien aussi, ça aurait été peut-être encore plus symbolique. Mais il n'a jamais joué dans le championnat ivoirien. Eh bien, c'était l'occasion peut-être de le faire. Comment il peut faire ça? Il peut finir sa carrière dedans. Il aurait pu le faire aussi. Pourquoi pas? Attendez. Avec son style de jeu à l'européenne, où il est habitué à son rythme là, s'il vient au Champrou, attends. Ah oui, attends, Yellow, sa cheville n'est pas... Bon, il a déjà joué au Champrou quand même. On ne joue pas, ou du moins on ne travaille pas pour perdre de l'argent. On travaille pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que même si Drogba avait fait des concessions, même s'il avait fait des sacrifices, peut-être que l'OM n'arrivait pas toujours à combler ce sacrifice-là parce que certainement que l'argent qu'il demandait était peu par rapport à ce qu'il gagnait à Chelsea, mais l'OM n'avait toujours pas l'argent pour avoir Drogba parce que Drogba, d'avant, ce n'était pas Drogba qui a quitté à Chelsea là. Donc il y a forcément un changement, il y a forcément une différence par rapport au salaire, par rapport à ce que Didier Drogba demandait. Voilà. Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi non plus avec vous. Moi non plus, avec Yelou. Non, c'est-à-dire que... Allez, rapidement. En fin de carrière, c'est différent d'une carrière pleine. Effectivement. Drogba ne va pas être titulaire, ce n'est pas évident. En fin de carrière, c'est juste... Mais ce n'est pas impossible. Mais Drogba pourrait vendre beaucoup de maillots. Non, j'en viens. Oui. Voilà. Je dis bien qu'en fin de carrière, ce n'est pas le même challenge qu'en début ou en pleine carrière, bien sûr. Parce que Didier, n'oubliez pas que Didier part de Marseille pour Chelsea. Absolument. Donc, ce n'est pas le même budget. Mais en venant en fin de carrière, c'est de la reconnaissance. Ce n'est pas pour envoyer Marseille une Ligue des Champions, gagner une Ligue des Champions comme il a fait avec Chelsea. Mais il ne veut pas venir gratuitement quand même. Non, je n'ai pas dit gratuitement. J'ai dit essayez de voir. Non, mais on a bien compris. Monsieur Luciano, je suis parfaitement d'accord avec vous. Oui. Une analyse superbe, hein. Comment? Bon, pour Drogba, c'est mieux de finir en beauté. Il a commencé à Marseille, il est parti à Chelsea, c'est pour mener. Et pour finir une carrière, s'il finit dans le club qu'il hébergeait pour la première fois, pas vraiment pour la première fois, mais le club qu'il a révélé aux yeux du monde, c'est bien, il peut faire des concessions. Il vient pour ma reconnaissance, je joue gratuitement même, pourquoi pas, quelques matchs seulement. Il ne se nourrit pas de la reconnaissance. Mais non, mais Drogba, il a trop d'argent pour venir demander de l'argent de Marseille. Je dis, allez, rapidement, c'est la dernière dans intervention. tous les cas, il y avait de bonnes intentions de part et d'autre. Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais pour bien comprendre sur l'affaire de l'amour des clubs par rapport aux joueurs, il faut savoir que quand un joueur est fidèle à un club, c'est parce qu'il y a aussi de l'argent. Parce que sur Messi, par exemple, au Barça, il reste au Barça tout le temps, mais il a le salaire qui va avec.
Donc, c'est l'argent qui guide un peu le joueur. Et sur ça, Drogba avait un standing et tout le reste. Ça aurait été difficile. Mais bon, ça n'a pas eu lieu. C'est dommage. Mais il faut savoir que c'est l'argent qui, très souvent, débloque toutes les situations parlant des transferts des joueurs. Mais il y a une différence. Rapidement, Oui. Vous allez voir qu'il y a des joueurs qui ont fait des sacrifices pour des clubs. Oui. Je prends Ibrahimovic, par exemple, qui repart au Milan. Il ne part pas le même statut d'Ibrahimovic qui était à Paris Saint-Germain. Très belle analyse. Hein. Oui, donc il va comment? Il va avec beaucoup de choses derrière. Oui, j'ai fini ma carrière là, c'est tranquille. Il ne va pas parce qu'il est Abramovich de Paris Saint-Germain ou bien des choses de Barcelone, ou bien quoi. Bon. Donc c'est différent. Donc, vous savez, en football, il y a un certain âge que tu as, et puis il y a l'expérience. Il y a des joueurs, quand ils vont dans des clubs, ils ont l'expérience parce qu'ils ont joué plein de championnats. On a besoin d'eux à un moment donné, surtout quand c'est des attaquants. Vous avez vu que Eto'o Fils, par exemple, là, quand je prends Eto'o, il allait d'un club qui n'était pas un grand club à un moment, il s'est passé en Thaïlande, d'un petit pays. Anzi Makashkala. Oui, voilà, en Russie. En Russie. Oui, c'était pas le meilleur club russe, mais il est parti pourquoi? À un moment donné, il se dit, ah, tiens, moi je suis en fin de carrière, mais je peux rendre encore service. Donc pourquoi il n'a pas signé? Oh, il n'y est pas allé pour le service. On se rappelle quand même les 20 millions de... Voilà, le plus gros salaire. Oui, mais attends. Ça, c'est discutable. on a compris. Mais c'est pas le même Samuel Eto'o et le même salaire d'avant. Mais il avait plus. Non, justement. là-bas, Non, messieurs, dames, s'il vous plaît. Qui le paie? D'accord. On a compris. On a compris, DJ Luciano. Il aurait dû faire des concessions. Ça, c'est votre. Voilà, moi, c'est mon votre avis. point de vue. C'est mon avis. Allez, on continue. Voilà. On parle de Jean-Philippe Gbamin qui rechute. Oui, le calvaire se poursuit pour le milieu de terrain international ivoirien. Hier soir, Everton a annoncé que Jean-Philippe Gbamin souffre d'une blessure au tendon d'Achille. L'international ivoirien pourrait ainsi être indisponible pour les 6 prochains mois. Il sera opéré la semaine prochaine. Alors, cette blessure intervient alors que Gbamin était tout proche d'un retour. Est-ce qu'il ne serait pas un petit peu fragile pour la Première Ligue? Non, fragile, ce n'est pas le mot exact. C'est que quand il arrive, d'ailleurs, il était blessé. Parce qu'il était blessé, opéré en France. Il n'arrive pas à s'imposer véritablement dans cette équipe d'Everton. Là, il récupère un peu et puis il se blesse à nouveau. Je dis, ce sont les circonstances qui font que le garçon n'arrive pas à s'imposer vraiment dans l'équipe d'Everton. Il avait été très bon à Lens et à Mayence. Et quand il part de l'Allemagne en Angleterre, il signe un contrat de 25 millions d'euros, un peu plus de 16 milliards de francs CFA. C'est beaucoup. C'est un formidable joueur, ce Jean-Philippe Gbamin. Capable de jouer dans l'axe comme stopper et capable de jouer récupérateur dans un milieu du terrain. C'est un formidable joueur. J'adore ce garçon. Malheureusement, les blessures sont en train de le fatiguer. Oui, les blessures sont en train de le fatiguer. Mais je pense qu'il a le potentiel, il a le talent pour s'imposer en Angleterre. Il va certainement se remettre de ses blessures et il va revenir à notre Gbamin. Eh bien justement, accueillons Dorgelès Kofi qui va nous parler un petit peu de cette aventure de Gbamin à Everton en quelques chiffres. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia, bonsoir la famille. Bonsoir Dorjo. Une question pour DJ Luciano. Il y a un philosophe, Platon, qui disait tout simplement, si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Est-ce que c'est vrai? Oui, je crois que c'est bien dit. C'est même fondé. Allez. Les statistiques de Jean-Philippe Gbamin, il a signé son premier contrat en 2013 avec son club formateur. Regardons ensemble 2 matchs avec Everton, une titularisation, une fois remplaçant. Il a joué 135 minutes cette saison, 0 but marqué. Tia. Eh bien, c'est la Première Ligue. C'est ça, Avec tout, pas évident. Moi, j'ai une question. Oui. Avec tout l'argent que les joueurs, les footballeurs ont là, est-ce qu'on ne peut pas inventer un médicament anti-blessure? Parce que ça fatigue vraiment les footballeurs. Ah ben oui, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la chose. Mais dans tous les cas, vous avez les meilleurs médecins dans le sport. Voilà. Dans le sport, vous avez les meilleurs médecins. Toutes les fractures sont réglées, guéries rapidement. Ce garçon est très bon. C'est un très bon joueur. D'ailleurs, à la CAN, il avait fait une apparition, mais très bonne, sur un match, je ne me rappelle plus très bien, mais il avait été très bon à la CAN. Et puis, malheureusement, on s'est dit, on avait trouvé un petit parton aussi dans le milieu de terrain, capable donc de porter cette nouvelle génération des éléphants de Côte d'Ivoire. Et quand il arrive à Everton, on s'est dit, voilà le club qui va lui permettre vraiment de monter en puissance. Malheureusement, les blessures l'ont calé. C'est dommage, mais ce Gbamin-là, je pense qu'on en reparlera encore, parce que c'est un formidable joueur. Utilisé en même temps, comme je l'ai dit, stopper et milieu récupérateur, de tels joueurs sont tellement précieux dans une équipe que ce garçon, on doit le suivre. Tout comme Yapi Yapo, il me rappelle Yapi Yapo. Non, Oui.
Oui, DJ Luciano. Oui, parce que vous dites quoi, les milieux défensifs? Oui, récupérateur, Récupérateur. et stopper. Donc il n'est pas offensif. Oui, c'est pas un joueur offensif. Différent de Yapi. Oui, Yapi, Yapi, c'est un il y a milieu pas offensif. offensif. Et moi, Mais il est capable de jouer dans le couloir aussi, hein, le couloir offensif. Oui, il est capable justement. aussi. Vous savez, le milieu du terrain a plus d'efforts, surtout quand tu es défensif. Parce que quand tu es récupérateur, il faut avoir beaucoup de ressources physiques et de ce qu'on appelle, il faut être vraiment... Absolument. Il faut courir beaucoup. Vous voyez les milieux défensifs là, les gens comme le style de Gattuso, même de Gadji Seli, tout ça là, c'est des gars, il faut qu'il est entre le défenseur et l'attaque. Donc il est milieu défensif. Quand tu as vu à Chelsea le petit Nigérien là, Oui. Non, Ngolo Kanté, Deschamps. Michael Obi. Obi, Vieira. vous avez vu son rythme de jeu. C'est le milieu défensif, ils font plus d'efforts. Donc, les blessures, quand tu es un peu fragile, et puis même à sortir d'une blessure, il faut avoir le mental. Le football aussi, c'est le mental. Donc vous pensez que c'est tout ce qui lui manque en fait? Oui, parce que, vous savez, il faut un suivi, le joueur. Il faut qu'il soit suivi, parce que le mental, on le travaille. C'est vrai que tu peux être un bon joueur, mais si tu n'as pas le mental, comment tu récupères mentalement? Comment tu te retrouves sur un terrain? C'est ça. Donc, ça fait partie de tout ça. Là. Être footballeur, c'est du physique et c'est surtout du mental, oui. Donc, en espérant qu'on va le retrouver très, très vite, Gbama sur le terrain, parce que, effectivement, je vous rejoins en disant que c'est un excellent joueur et on en a besoin dans notre équipe nationale, effectivement. Allez, troisième et dernier point de ce plus d'actu. On va parler des pays qui limogent le plus les coachs. Ah bah oui, hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup des coachs, des entraîneurs, mais... Finalement, quel pays les limoge le plus? Alors justement, dans une étude publiée cette semaine, l'Observatoire du football, CIES, s'est intéressé au changement d'entraîneur dans 84 premières divisions du monde entier entre janvier 2015 et décembre 2019, en ne prenant en compte que les coachs qui ont dirigé au moins 3 matchs. Eh bien écoutez, voyons un petit peu ça sous forme de top 5 avec notre ami Dorgelès qui revient sur le plateau de la Grande Team. On peut dire notre ami et frère, non? Bon, notre ami et frère, oui. Ami Vraiment, je manque à tous mes deux. Mon ami, mon frère Dorgelès. Sacré Jojo Tia, les championnats d'Afrique du Nord ont pour réputation régulièrement de subir des changements d'entraîneur, mais ce phénomène existe également dans d'autres pays. Regardons ensemble. En première position, nous avons la Bolivie avec une moyenne de 9,13 entraîneurs limogés sur la période 2015 et 2019. En deuxième position, la Tunisie, 8,29. Troisième position pour l'Algérie, 7,89. L'Arabie Saoudite en quatrième position avec 7,22. Cinquième position pour la Bosnie-Herzégovine, 7. Tia. Alors, est-ce qu'on peut parler d'instabilité pour ces pays? Oui, pourquoi pas. Parce que quand même, il y a quelques grandes nations de football quand même sur la liste. La Tunisie, l'Algérie, plus ou moins l'Arabie Saoudite. Je ne vais pas négliger aussi la Bosnie-Herzégovine. Et la Bolivie. Bon, la Bolivie, c'est légèrement moins quand même. Ça montre que là-bas, il y a une forte pression. Les gens ont besoin de résultats tout de suite. Mais c'est dommage pour les entraîneurs. Les entraîneurs, je veux dire, c'est les boucs émissaires, quoi. C'est le souffle-douleur des dirigeants des clubs. Quand on a échoué, c'est l'entraîneur qui paie le prix pour tout le monde. C'est dommage, parce que les responsabilités sont partagées sur les résultats des clubs, aussi bien dirigeants, joueurs et les entraîneurs. Et là, ce qu'on voit, c'est un peu dommage de voir ça, mais heureusement que il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire que le phénomène existe. J'étais étonné de ne pas voir la Côte d'Ivoire. Ah oui, parce qu'il y a 3 ans, en Ligue 1, on a limogé 10 entraîneurs sur 14, en pleine saison, il y a 3 ans. Donc, ça veut dire que c'est un phénomène qui est mondial, et c'est un peu dommage pour nos amis entraîneurs quand même. C'est ça, c'est ça. Finalement, la responsabilité incombe à qui? L'entraîneur ou voilà, qui est responsable des contre-performances du club? Tout le monde, les dirigeants, l'entraîneur ou les entraîneurs et les joueurs. Parce qu'on se rappelle qu'il n'y a pas longtemps, Unai Emery qui disait qu'il voulait avoir Pépé dans son écurie. Sauf que les dirigeants ont jugé bon de prendre... ils voulaient avoir plutôt Zad dans son écurie. Voilà. Et les dirigeants ont plutôt jugé bon de prendre Pépé. C'est-à-dire que l'entraîneur n'a pas forcément le dernier mot sur la sélection de ses joueurs ou sur le choix de ses joueurs. Donc, on ne peut pas forcément dire que la faute revient essentiellement à l'entraîneur. Il faut bien comprendre les entraîneurs. Un bon entraîneur, c'est aussi un bon effectif. Si vous êtes un bon entraîneur et que vous n'avez pas les joueurs qu'il faut, vous allez échouer. Mais pour bien juger un entraîneur, il faut lui laisser le choix de ses joueurs.
Quand l'entraîneur lui-même fait le choix de ses joueurs qu'il échoue, à partir de ce moment, il porte la responsabilité. Mais quand le recrutement est fait par les dirigeants et qu'un entraîneur vient échouer, les responsabilités sont partagées. Donc c'est tout le monde, c'est dirigeants, c'est joueurs et aussi entraîneurs. Mais malheureusement, ce sont les entraîneurs qui payent le plus l'échec des différentes équipes. Eh bien voilà, oui. Mais, juste quelque chose, un additif. Hein. Oui. En fait, dans le truc, dans ce qu'on est en train de parler d'entraîneurs, il y a des clubs qui ont leurs ambitions. Il y a des clubs où il y a encore des pays. Ils ont des projets, ils ont des ambitions. Ils recrutent des joueurs en fonction de souvent les demandes. Donc, quand ils prennent un joueur, ils se disent que ce club-là doit aller loin. Maintenant, quand ils prennent l'entraîneur, ils mettent à disposition, c'est un effectif, peut-être pour eux, qui sont les meilleurs, parce qu'on les achète aussi souvent les joueurs. Donc on met à disposition de l'entraîneur, on dit à l'entraîneur, ah, tu as les meilleurs joueurs du moment, et forcément une équipe comme la Tunisie qui limoge beaucoup d'entraîneurs, a forcément son équipe type nationale. Ou encore dans le championnat tunisien, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas forcément tunisiens, qui viennent d'ailleurs, qui sont proposés aux entraîneurs. Mais à un moment donné, l'entraîneur aussi, il est en face d'une certaine réalité, des ambitions du club, qui demandent qu'il recrute de bons joueurs. Donc le club aussi met le paquet pour avoir de bons joueurs, et puis ils appellent l'entraîneur maintenant. C'est ça. Oui, c'est ça aussi. Souvent, on ne laisse pas trop l'entraîneur choisir. L'entraîneur, s'il a trop fait du choix en matière de recrutement, c'est 2 ou 3 joueurs dans un club. C'est ça. Voilà. Et bien voilà, on a un connaisseur hein, sur le plateau Ah oui, de la grande team, ah c'était oui, hein. Luciano. Bah oui, il a joué quand même à l'Africa Sport et on va en parler tout à l'heure.